Bonjour Régis Le Sommier, Bonjour Nicolas. bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Je rappelais que nous vous recevions à plus d'un titre, mais aussi et déjà pour votre livre aux éditions Max Milo, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? On rappelle que Régis Le Sommier est reporter de guerre, grand reporter avec une belle expérience qui lui permet de commenter de façon aussi érudite ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe en Europe de l'Est. Ça tombe bien, ce sont les points chauds de ce monde aujourd'hui. Donc, ça nous arrange bien. Donc, Régis Le Sommier, peut-être commencer par ce livre et puis aller petit à petit voir comment il s'applique parfaitement, et le titre s'applique parfaitement à l'actualité. Diabolisation, alors je sais que ce n'est pas en tant que théologien spécialiste d'eschatologie, vous ne traitez pas du mal dans le sens de l'émergence du mal dans ce monde, le mal, le messianisme, le millénarisme, même si ce sont des sujets qui sont souvent d'actualité en ce moment, mais plutôt de la diabolisation, de la démonisation, c'est-à-dire l'autre, le diable, et comment on peut finalement passer du statut de victime à statut de bourreau, d'être l'ami du diable, le diable soi-même ou l'adversaire du diable dans les relations internationales. Oui, absolument. Merci de me recevoir déjà dans votre émission. Et oui, sur la question du diable, ce qui est très intéressant, particulièrement en ce moment, si je n'avais pas dû rendre ma copie pour ce livre, comment on va dire, autour du mois de novembre, décembre, pour la publication du livre. Vous savez, il y a un moment où ça s'arrête. Et là, Dieu sait si à la fin, j'ai rajouté des choses parce qu'il se passait tellement de choses et il s'en passe encore tellement. Évidemment, j'aurais rajouté encore ce fameux coup de fil de 90 minutes qui a eu lieu hier entre Vladimir Poutine et Donald Trump, la façon dont Trump est en train de rebattre les cartes de façon générale sur la planète. Trump étant un des diables dont je parle dans ce livre, qui est intéressant parce qu'en fait, tous les personnages que vous verrez dans ce livre, de Staline, ont été, à Saddam Hussein, en passant par Kadhafi, Ben Laden et autres, ont été à un moment vis-à-vis de l'Occident, puisqu'il s'agit d'une relation, on va dire, entre l'Occident et le reste du monde, même si la démonisation existe aussi ailleurs. Je pense en particulier, j'ai évoqué Poutine tout à l'heure, mais sa vision de l'Ukraine, dire que l'Ukraine, il faut la dénazifier parce que on a aussi une utilisation par Poutine de cette diabolisation, ce reductio ad Hitlerum qui permet de disqualifier quelqu'un, voire de le faire disparaître et de mettre les moyens ensuite militaires pour le faire disparaître. Et nous avons beaucoup, nous occidentaux, utilisé cette façon de faire, particulièrement depuis la chute de l'URSS, puisque avant, nous avions l'URSS en face qui nous permettait de vivre assez confortablement en nous targuant d'être le camp de la liberté. Alors, certes, nous l'étions plus, nous vivions mieux peut-être à l'ouest qu'à l'est, mais les Russes aussi avaient leur manière de faire, et toute une génération, dont la mienne, moi en particulier, ont été élevés dans l'idée que les Russes n'avaient pas accès au bonheur, que c'était interdit, que tout ce qui se passait à l'est tenait lieu de l'esclavage, et que nous, au contraire, nous étions le camp du bien, le camp de la liberté, de l'épanouissement, etc., etc. Bon, ça, c'était la manière commode, on va dire, de fonctionner avant. Et puis, à la chute de l'URSS, comme le disait un des collaborateurs, je crois, de Mikhail Gorbatchev, à l'endroit des États-Unis, nous vous avons fait le pire des cadeaux, nous vous avons privé de votre ennemi, en fait. Et à ce moment-là, je vais dire très, très rapidement, puisque la première guerre du Golfe, elle a lieu en 1991, on va commencer à utiliser cet argument finalement de la démonisation. Alors, ça avait existé avant, si vous voulez, mais l'appareil médiatique n'était pas aussi
au point, parce que tout ça se met en place. C'est une narration qui se met en place. On désigne un diable, on explique que tout à coup, il faut en débarrasser l'humanité parce que sinon, il va devenir méchant, nous attaquer, etc. etc. Et bien souvent, et c'est ce que je constate dans ce livre, de Kadhafi à Saddam Hussein, en passant par Bachar el-Assad et autres, même Vladimir Poutine, ont à un moment été en odeur de grâce chez nous, ont parfois reçu les égards les plus élevés. On pense à cette fameux épisode de Kadhafi plantant sa tente dans les jardins de Matignon et se baladant à l'Élysée avec sa petite ombrelle. C'est très intéressant. J'ai revu ces photos au moment où j'ai écrit Kadhafi. On a l'impression que Kadhafi est le premier surpris. Il a un air comme ça à se dire, mais c'est incroyable qu'on me laisse, moi, l'ancien paria, parce qu'il a été paria dans les années 70 et 80, puisque Oui. Kadhafi est quand même quelqu'un qui a accueilli à peu près tout ce que comptait la planète de terroristes et les a financés, etc., etc. Mais il était revenu en odeur de sainteté. Avec plusieurs tentatives d'élimination. On se rappelle, il avait échappé à des bombes, il était tout enturbané parce qu'il avait été blessé sur une attaque d'avion américain. Oui, mais là, c'était redevenu, si vous voulez, il s'était conformé pardon, au droit international. Il avait, par exemple, accepté que l'on démantèle son arsenal nucléaire, enfin, les recherches qu'il avait fait pour obtenir la bombe atomique qui n'avaient pas abouti, mais il avait donné des gages. Et puis, 2 ans à peine, je crois, après cet épisode de l'Élysée, où il est reçu en grande pompe, où il prie sous sa tente, comme je le disais, dans les jardins de Matignon, eh bien, on va provoquer sa chute, on va intervenir en Libye, et tout à coup, et ce qui est très intéressant, c'est que comme pour Saddam Hussein, on applique la même méthode, c'est-à-dire que tout à coup, l'allié d'hier ou celui qu'on avait en grâce, eh bien, devient le mal absolu. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que à force justement de faire ce processus, à force d'aller en Moyen-Orient, d'aller dans le monde et d'envoyer des corps expéditionnaires en Afghanistan ou ailleurs, eh bien, on n'a non seulement pas rempli la promesse d'origine, parce que quand on dit, bah oui, on va vous libérer de votre dictateur, bon, certes, oui, une part des Libyens et une part des Irakiens souffraient, ont souffert, sont même morts sous les tortures infligées par le dictateur, et parfois en nombre, pour ce qui est de l'Irak en particulier, mais la promesse de liberté, d'exporter notre modèle, parce qu'il y avait de ça. C'est-à-dire, moi je me souviens de propos de soldats américains avec qui j'ai passé du temps en Irak, qui me disaient, on est en Irak pour faire le don de la liberté aux Irakiens. Voilà, ils ne connaissaient pas cette notion et on arrivait, on leur faisait le don. Et en réalité, quand on constate 20 ans plus tard ce qui s'est passé, eh bien, le pays est anéanti, il a du mal à se remettre pour ce qui est de l'Irak. Pour ce qui est de la Libye, c'est un champ de ruines aussi. Pour ce qui est de la Syrie, ben là, on a passé, le dictateur a résisté, mais il a fini par être, comment on va dire, chassé. Et puis, on a remis à la place un type, c'est quand même très intéressant d'ailleurs, qui s'appelle donc Ahmed Al-Shara, qui Al-Jolani, qui a fait partie au début combattu en Irak auprès d'Abou Moussa al-Zarqawi, qui était le terroriste numéro 1 à l'époque dans son groupe, donc Al-Qaïda en Irak. Ensuite, a mis Daesh sur les fonds baptismaux avec le futur calife Abou Bakr al-Baghdadi. Donc, c'est quelqu'un qui était au cœur de la matrice de Daesh à l'origine. Et ensuite, il va, on va dire, quitter Daesh pour rejoindre à nouveau Al-Qaïda. Et cette personne-là, Emmanuel Macron l'appelle en disant, mais il faut qu'il vienne à Paris, etc. En semblant oublier totalement qu'à l'époque où Jolani était à Idlib et opérait avec son groupe terroriste en Syrie, même s'il n'était plus avec Daesh, mais Daesh faisait le Bataclan quand même. Donc on est quand même dans un type qui a toujours cette matrice idéologique. Et ça, c'est incroyable. Parce que, vous savez, quand j'ai écrit ce livre, c'est un petit peu comme les combattants les combattants d'Azov en Ukraine. On a beau dire, oui, mais vous savez quand même, Azov, c'est ouvertement néo-nazi. Ah oui, on va vous expliquer que non, qu'ils ont beaucoup changé, etc. Oui, mais quand même, ils ont l'emblème de la division d'Asreich comme emblème.
Oui, mais voilà, en gros, si vous voulez, je pense que pour résumer ça, et après on passera à autre chose, quand ça va dans le bon sens de la narration, je pense que les inconnus avaient, vous savez, avaient tout résumé avec leur sketch du bon chasseur et du mauvais chasseur. Oui, 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 oui. Oui, oui, Le oui. bon nazi et le mauvais nazi, où on a le bon djihadiste ou le mauvais djihadiste, voilà. Oui, oui. Et quand ça va dans le sens du vent, enfin du camp du bien, on va dire, eh bien la personne est, comment on va dire, pardonnée de tous ses péchés, puisqu'elle sert la cause. En revanche, quand il se dresse sur la voie des Américains et en particulier, enfin, ou de l'Occident ou de notre camp, on va dire, ce qui est incroyable, on a peut-être l'occasion de parler de USID, Ah bah des oui, révélations oui. d'Elon Musk tout à l'heure. Là, on tire le voile sur ce qui est réellement le deep state, mais surtout l'implication à l'international, ce que ça a donné de toutes ces officines ouvertes un peu partout dans le monde pour justement aller dans le sens des intérêts américains, quitte à renverser des régimes, financer l'opposition. Enfin bref, tout ça a été mis en place et on est en train de le voir. Donc on assiste à des choses, vous savez, Nicolas, où il y a 3 mois, on aurait été d'affreux complotistes. Et puis là, bah, c'est quand même difficile de dire que c'est pas vrai, puisque Elon Musk le révèle. Alors, il dit pas tout, il fait des erreurs. Hein, parfois, il va un peu vite en besogne. Mais ce que son groupe a mis en évidence, on pourra prendre des exemples si vous voulez. Il y a quand même des choses absolument stupéfiantes qui se sont produites et que tout ça est évidemment vrai. Et d'ailleurs, vous notez là, tout dernièrement que Musk et Trump s'attaquent au cœur du deep state. Vous dites même c'est le deep state du deep state, c'est-à-dire Oui, il coupe les vivres au NED, National Endowment oui, tout à for fait. Democracy. C'est pas rien, ça. Ah, le National Endowment for Democracy, moi, c'est un groupe que j'observe depuis pas mal d'années, je vais dire. Vous savez, c'est comme l'Institut Aspen ou le Hudson Institute, par exemple, Ah oui. ou même plus connu, la RAND Corporation, qui est un Hum. groupe, on va dire, une fondation, un think tank comment conçu pour explorer et analyser ce qui sont les intérêts des Américains. Ça, c'est le postulat de base pour la RAND Corporation. Alors pour le NED, donc National Endowment for Democracy, là on est dans un concept où c'est une fondation à but non lucratif, créée en 1983 sous Ronald Reagan, à l'initiative de Ronald Reagan. Ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde ce groupe qui, bon, bah, promotion pour le renforcement de la démocratie, qui irait contre le renforcement de la démocratie dans le monde. Mais le postulat de base, donc, c'est évidemment c'est la démocratie, mais c'est surtout promouvoir les institutions démocratiques à travers le monde. Donc, en gros, ça veut dire tout ce qui est pro-américain, on soutient, tout ce qui est anti, on lutte contre. On lutte contre jusqu'à, je vous dis, financer des mouvements d'opposition, financer. Et là, en fait, avec ce genre de groupe, on a vraiment ce qu'est le deep state. Le deep state, c'est pas tellement en fait. Alors, évidemment, c'est le cache-sexe ou le faux-nez, appelez-le comme vous voulez, de la CIA, parce que à la base, la NED a été créée pour mettre un peu d'ordre dans ces interventions de la CIA. Bon, disons que Ronald Reagan trouvait que depuis 1945, les interventions de la CIA qui s'étaient produites au Brésil, au Chili ou ailleurs, étaient un peu trop visibles. Et on voyait que renverser des pays, des régimes, l'Iran d'ailleurs aussi, comment le gouvernement de Mossadegh, bah, ça faisait un peu désordre et qu'il fallait habiller ça. Et en fait, donc on a créé la NED, qui n'est ni plus ni moins qu'une manière pour la CIA d'avancer masquée et de perpétrer justement toujours cette même, alors peut-être avec des moyens moins militaires, en utilisant des structures plus légales, on va dire. Et voilà. Et là, on se rend compte que, ben, comme on coupe les vivres à la NED, que vraiment Trump et Musk,
jusqu'à présent, c'était des déclarations, mais là, ils ont vraiment l'intention de s'attaquer à ce type d'activité, et ils renient complètement cette philosophie. Donc, Oui, il y a vraiment une rupture radicale, et on peut c'est ça. comprendre que des gens, je regardais, il y a un mouvement de panique en ce moment sur des chaînes publiques, d'ailleurs, payées par nos impôts. C'est dans l'air, j'écoutais ou sur la chaîne parlementaire hier, Nicolas Tanzer, qui a été payé par l'Institut Alfred pendant longtemps. Et là, c'est le mouvement de panique, c'est-à-dire comment comment on va dire la matrice d'origine vous rejette. Et ils sont complètement orphelins, ils savent pas du tout comment agir. Alors ils ressortent les vieux poncifs, Trump est dans les mains de Poutine. On rappelle que 6 mois plus tôt, le même Poutine avait un cancer, ou qu'il était victime d'Alzheimer, et que l'armée russe allait bientôt capituler. Donc voilà, ils reviennent, ils cherchent à s'accrocher à des bouées. J'ai entendu même une théorie délirante hier, comme quoi, pour défendre l'Ukraine, maintenant que les États-Unis se retirent et ne vont plus financer, comme l'Europe ne peut pas complètement prendre la place des États-Unis, pour que l'Ukraine ne s'écroule une seule chose qui peut faire peur à Poutine, c'est l'arme atomique. Donc il faut que la France et l'Angleterre prêtent l'arme atomique, enfin protègent l'Ukraine et menacent. Enfin, voilà, on est dans des théories délirantes, et on sent vraiment, et ça, après, on peut passer à autre chose, mais on sent vraiment qu'on est en train de changer d'époque, et que le logiciel de ces gens-là est caduc, et que voilà, il va falloir qu'ils fassent autre chose. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.